Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec le docteur Anne de Kervasdoué, l'auteur du livre La vie intime des femmes. Être une femme, c'est vivre avec de nombreux tabous autour du corps et de sa sexualité. Très vite, après avoir compris que les bébés ne naissent pas dans les roses, la petite fille est confrontée à ces règles qui la mettent face à des questions sociétales sensibles. En préparant ce sujet, je découvre qu'une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Certes, le féminisme fait évoluer les choses, la parole se libère et les connaissances se partagent. Le clitoris est par exemple redécouvert et depuis peu correctement représenté dans les manuels scolaires, tout comme l'endométriose n'est plus une maladie ignorée. Mais il reste cependant de nombreuses sources d'angoisse et d'idées reçues, comme par exemple le papillomavirus, dont certains pensent qu'il pourrait s'attraper dans les piscines, ou que les hormones prescrites pour mieux vivre la ménopause donnent le cancer, ou encore l'omerta sur l'incontinence urinaire dont de nombreuses femmes sont victimes post-accouchement. Le docteur Anne de Kervasdoué est médecin gynécologue à l'écoute des femmes depuis plus de 30 ans. Nous la rencontrons aujourd'hui pour parler de ces mots tabous qui touchent toutes les femmes. Je suis Amalda Dole, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Anne de Kervasdoué, bonjour. Bonjour. À partir de quel âge une femme doit consulter un gynécologue et à quelle fréquence ? Je dirais dès qu'elle a une certaine maturité sexuelle. Il ne faut pas aller trop tôt voir un gynécologue sans motivation sérieuse. Sa maman peut répondre à certaines questions. Alors, elle peut impérativement, si elle a des règles trop abondantes ou douloureuses. Elle peut, évidemment, si elle a un petit ami, même si elle n'a pas encore eu de rapport sexuel, pour poser des questions. Très souvent, cet examen, je ne fais pas d'examen gynécologique, mais je pose beaucoup de questions, je l'écoute et j'essaye de l'informer sur ce qu'elle doit savoir. Et qu'est-ce qu'elle doit savoir, par exemple ? Elle doit savoir d'abord prendre des précautions contraceptives. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, évidemment, la première contraception, c'est le préservatif pour à la fois la protéger contre une grossesse et contre une maladie sexuellement transmissible. Ensuite, j'essaye un petit peu de lui donner, de la guider sur la façon d'aborder son premier rapport sexuel. Il y a beaucoup de choses à dire, un peu trop là pour tout de suite, mais c'est très important de les préparer à ce premier rapport. Je lui explique un petit peu son corps, j'examine ses seins, c'est une occasion d'avoir un contact physique avec elle, mais je ne m'occupe pas du reste. Et puis, je regarde soigneusement tous ses antécédents pour repérer ses facteurs de risque. Alors, pour parler des MST, oui. Vous dites dans votre livre que les MST ne sont pas une fatalité, qu'elles peuvent être évitées. Bien sûr. Vous dites en même temps que vous avez 80% de risque de rencontrer un jour dans votre vie une MST, comme le papillomavirus ou le Absolument. HPV, par exemple. C'est vrai, le 80%, c'est vrai pour le papillomavirus, pas pour les autres, heureusement. Mais le papillomavirus ne se manifestant pas du tout, c'est quelque chose d'invisible, qui ne donne pas de signes, comme le gonocoque, où on se retrouve avec des douleurs et des pertes, etc. Là, c'est invisible. Il n'y a que le frottis qui peut dépister un papillomavirus. Alors, comment s'attrape ce fameux papillomavirus ? Par contamination sexuelle, le plus souvent, même je dirais quasiment dans tous les cas. Et il faut bien penser que ce n'est pas uniquement le col de l'utérus qui est touché, c'est toutes les autres muqueuses, c'est-à-dire toutes les muqueuses de la gorge, le pharynx, l'oropharynx. Donc, les cancers de toutes ces régions de la gorge sont très souvent liés à la présence d'un papillomavirus. Donc, les hommes ne font pas de cancer du col de l'utérus, puisqu'ils n'en ont pas, mais en revanche, ils font des cancers autour de la gorge. Alors, quels sont les moyens pour pouvoir prévenir ce genre d'infection ? Alors, le premier des moyens, c'est le vaccin. Or, en France, vous le savez, on n'accepte pas les vaccins. Donc, les mères ne veulent pas faire vacciner leurs filles, les filles ne savent pas trop quoi faire. Résultat, je crois qu'on est les bons derniers dans la liste de tous les pays du monde. On est quasiment les derniers. C'est hallucinant. Or, le seul moyen d'éviter le cancer de l'utérus, c'est d'avoir un vaccin contre le papillomavirus, car c'est lui qui est responsable de ce cancer. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande,
ou dans certains pays, même l'Angleterre, proche de nous, où les hommes, les petits garçons et les petites filles sont vaccinés systématiquement, on voit disparaître ce cancer. Voilà. Donc nous, on est très en retard. L'État fait un effort depuis quelques années en rendant le dépistage systématique, un peu comme on le fait pour la mammographie ou pour l'hémoculte, pour le cancer du côlon. Maintenant, les femmes reçoivent un petit kit qui leur permet d'avoir un frottis gratuit. C'est un bon pas en avant. Alors, quelles sont les recommandations vaccinales sur le papillomavirus? Et pour qui et à partir de quel âge? Alors, de préférence, jeunes, en tout cas avant tout rapport sexuel, et il est conseillé que ce soit avant 15 ans, même avant 14 ans. L'idéal, c'est entre 10 et 14 ans, l'immunité est plus forte. À ce moment-là, la petite fille a besoin de 2 vaccins seulement. Si elle le fait après 14 ans, elle aura besoin de 3 injections. D'accord. C'est un vaccin qui s'adresse pour les petites filles. Qui pourrait être pour les garçons. D'ailleurs, ça y est, on commence en France. Il était temps. Parce que les hommes sont porteurs du virus, mais ils ne se savent pas porteurs. Donc c'est en toute innocence et sans se protéger qu'ils ont des rapports. Et quels sont les risques pour les hommes? Les hommes n'ont aucun risque, sinon de le contaminer des femmes auxquelles ils tiennent. Quelquefois, ils contaminent des femmes. Et puis eux peuvent se contaminer lors de rapports oraux-buccaux, peuvent se contaminer la gorge, le pharynx, enfin tout ce qu'il y a dans la bouche. D'accord, et donc aussi développer peut-être un cancer? Oui, ils développent un cancer, alors qu'ils n'en auront pas à l'intérieur, puisqu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de vagin ni de col. Voilà. Dans votre livre, on découvre que l'absence ou la perte prolongée de désir est l'un des premiers motifs de consultation chez les sexologues, mais aussi chez les gynécologues. Anne de Kervasdoué, qu'est-ce qui peut contrarier le désir et pourquoi autant de... Oui, c'est vrai, c'est relativement nouveau, enfin depuis au moins une dizaine d'années. Avant, les femmes qui parlaient de sexualité avaient des problèmes de plaisir et d'orgasme. Elles étaient obsédées par l'orgasme et elles me disaient « je n'arrive pas à avoir d'orgasme » ou alors « j'ai un orgasme clitoridien et pas vaginal ». C'était l'époque où on faisait la différence entre la qualité de l'orgasme, alors qu'il n'y en a aucune, c'est le même. Et maintenant, ce qui les préoccupe, c'est la libido. Toutes. Et alors, elles se plaignent, mais presque toutes de ça, et à tous les âges, ce qui est étonnant. Parce qu'avant, c'était surtout au moment de la ménopause, quand elles n'avaient plus d'hormones. Là, elles disaient « Docteur, j'ai plus d'envie, ça m'embête, j'ai plus envie de faire l'amour, et mon mari est pas très content. » Maintenant, ce sont les jeunes qui me le disent. Alors, elles accusent la pilule, mais même celles qui prennent pas la pilule ont aussi des problèmes de libido. Donc, c'est très, très fréquent. Alors, les causes, il faudrait passer une bonne heure pour les donner. Alors, très souvent, ce sont dans un couple qui existe déjà depuis 2-3 ans. Il y a une perte de désir, surtout chez la femme, beaucoup plus que chez l'homme. C'est surtout chez la femme, 2-3 ans, ça l'ennuie. Je crois que les femmes sont fatiguées d'avoir ce schéma classique qui revient, vague préliminaire, pénis qui rentre, ensuite il faut se donner un petit peu de mal pour avoir un orgasme qu'on n'est pas sûr d'avoir, vous comprenez? Un homme, lui, il est quasiment sûr d'avoir du plaisir quand il a un rapport sexuel. Tandis qu'une femme, pas du tout sûre, elle a plus de chances de ne pas en avoir que d'en avoir un, en tout cas si elle n'est pas très entraînée. Donc, la perspective de ne pas avoir un plaisir automatique diminue le désir de la femme. Vous comprenez? Puis alors après, il y a toutes sortes de circonstances. La ménopause, on l'a vu. Après un accouchement, il y a zéro libido pendant plusieurs mois. Et surtout si la femme allaite. Elle ne le sait pas. Mais l'allaitement crée une diminution du taux des estrogènes. Sans estrogènes, vous n'avez pas beaucoup de libido. Alors, il y a évidemment les médicaments qu'on peut prendre. Il y a donc cette routine qui s'installe dans un couple, même qui s'aime. C'est pour ça qu'elles sont culpabilisées, parce qu'elles me disent, pourtant je l'aime, et je n'ai plus de désir. Comment faire? Bon, alors, voilà, c'est lié, comme je vous ai dit, au plaisir qu'elles ressentent ou qu'elles ne ressentent pas. C'est lié à l'attitude de l'homme, quelquefois, qui ne sait pas s'y prendre très bien, ou un manque de communication. Au fond, c'est à l'homme de créer le désir chez la femme, et elle-même, peut-être, de travailler aussi. C'est mental, ça, c'est plus automatique, le désir.
c'est automatique quand on est amoureux au début, qu'on ne connaît pas encore bien quelqu'un. Mais au bout de 2-3 ans de vie commune, tous les jours, on se voit tous les jours, eh bien, le désir n'est pas automatique. Le plaisir, en revanche, est beaucoup plus facile, parce qu'on connaît la personne et on sait ce qui marche, on a bien repéré, bon, on peut essayer d'autres choses, mais le désir, lui, tombe. Une chose m'a frappée en écrivant ce livre, c'est que les femmes semblent avoir gagné en savoir, mais perdu en sérénité. Anne de Kervasdoué, vous avez partagé avec nous une phrase extraite de votre livre. Pourquoi avoir choisi ce passage ? Parce que je suis constamment interpellée par ces femmes qui ont une foule d'informations tous les jours. Tous les jours pleuvent des informations sur le corps de la femme. Elles viennent de partout, de la radio, de la télévision, de la presse écrite et des réseaux sociaux. Les femmes peuvent les écouter, certaines sont intéressantes et utiles, mais d'autres sont dangereuses parce qu'elles sont contradictoires ou carrément fausses. Et la plupart des femmes ne sont pas préparées à recevoir toutes ces informations parce qu'elles n'ont pas les bases de la physiologie féminine, de la connaissance du corps. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour qu'elles aient déjà des éléments pour comprendre les informations qu'elles reçoivent. Elles les reçoivent comme ça, à l'état brut. En plus, ces informations sonnent souvent comme des alertes. C'est rarement des informations positives. Si vous faites bien attention, c'est toujours négatif. La pilule rend stérile, la pilule fait grossir, la pilule fait perdre la libido, le traitement hormonal donne le cancer du sein. On peut les énumérer comme ça à la carte. C'est très souvent négatif parce que on retient mieux les informations négatives que les informations positives. Donc ça marche mieux pour celui qui les envoie. Donc il faut qu'elles se méfient. La seule chose qui leur permet de se méfier de ce qu'elles entendent et de faire un tri pour choisir pour elles-mêmes ce qu'elles doivent faire, c'est de lire un livre ou de suivre des cours ou quelque chose comme ça. Alors, je trouve que le livre, c'est pas mal parce que on peut l'ouvrir à n'importe quel moment de la journée, on peut écouter une information et se dire, tiens, je vérifie et je vais voir, moi, est-ce que ça s'applique à moi, est-ce que j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire, etc. Vous voyez, c'est l'utilisation pratique d'un guide que vous pouvez consulter à n'importe quel moment de votre vie. Voilà. Et elles ont perdu en sérénité. Pourquoi ? Parce que justement, elles ne savent plus comment trier ces informations. Je vois des femmes enceintes en permanence inquiètes. En général, avant, les femmes étaient heureuses, elles ne se posaient pas trop de questions, il y a 30 ans. Maintenant, elles sont heureuses, mais elles sont dans un état d'angoisse parce qu'on leur interdit de manger ci ou ça, de boire ci ou ça, l'alcool, d'accord, mais enfin, bon, il faut pas exagérer non plus, vous voyez. J'ai mangé un fromage hier, alors j'ai pris la peau, j'aurais pas dû, etc. Elles sont terrifiées. Et, comment dirais-je, il n'y a plus de bon sens, vous voyez. Le bon sens, c'est quelque chose qui vous permet de faire le tri vous-même entre ce qui vous paraît raisonnable ou pas raisonnable. Maintenant, elles s'affolent sur des injonctions qu'on leur donne en permanence. Et on ne fait pas ça aux hommes. Vous trouvez pas ? Moi, je vois jamais rien sur les hommes. Tout est sur les femmes. Comment êtes-vous devenu gynécologue ? C'est une longue histoire, mais je vais être brève. Je n'ai pas tout de suite voulu être médecin. J'étais passionnée par la psychologie, donc j'ai fait une licence, puis un doctorat de psychologie. Et je suis partie aux États-Unis, et j'ai réfléchi à tout ça. Je suis partie 3 ans aux États-Unis, j'ai enseigné le français, et quand je suis revenue, je me suis dit, j'étais très insatisfaite des cours que je suivais encore, et je me suis dit, au fond, j'aurais dû être médecin, c'est ça que j'ai toujours aimé, et c'est ça que j'aurais dû faire. Et je me suis exprimée à voix haute devant mon mari, qui m'a dit, fais-le. Je lui ai dit, tu crois ? Oui, fais-le. Quelques jours après, je me suis inscrite pour l'année suivante à la fac de médecine. J'avais 26 ans, donc beaucoup plus tard que tous les étudiants. J'avais 2 enfants et donc j'ai fait 10 ans d'études de médecine.
Waouh. D'abord la médecine générale et puis ensuite la spécialité, sans compter tous les stages. Donc vraiment, c'est une passion chez moi. J'ai toujours aimé la médecine, je me suis toujours intéressée à ce qui se passait. C'est pas par hasard. Là, c'est mon 8e livre qui sort. J'aime bien expliquer ce qui m'a passionné toute ma vie. Et pourquoi avoir choisi la gynécologie ? La gynécologie, parce que c'est justement ce qui touche plus près, ce qui est tabou, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est au fond de la femme, ça touche tout. La jeune fille avec toutes ses interrogations, la sexualité qui occupe quand même une place très importante, la maternité, et puis tout le reste, et le rapport amoureux, le couple. Donc là, il y a une mine pour un psychologue, avec, vous voyez, plus qu'un cardiologue, bien que les cardiologues, les problèmes cardiaques sont souvent liés aussi à des problèmes psychologiques ou des stress, etc. Mais là, avec la gynécologie, vous êtes en situation d'observation, de conseil et de guide permanent. Donc, c'est une sorte de psychologie appliquée. Quelle est la rencontre qui a fait évoluer votre pratique ou votre personnalité, qui a changé votre vie ? Là, c'est pas pour la médecine, c'est pas le cas. Je suis très reconnaissante à l'égard de mon mari. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes mariés. Nous étions tout jeunes. Et au fond, il a été tout pour moi, un père, un frère, un ami, un amant, et tout. Et il m'a toujours accompagnée dans ses choix que tous n'auraient pas acceptés. Parce qu'il faisait du coup beaucoup de choses à la maison pour me soulager. Parce que quand vous faites des études de médecine, vous êtes complètement absorbé. Il a toujours été partant, il m'a toujours soutenue. Donc c'est la personne à laquelle je suis le plus reconnaissante. Mais mon choix, il a été fait, c'est une conjonction de facteurs. Donc je ne les donnerai pas tous. Alors, il y a un autre grand tabou dans notre société qui touche plus de 3 millions de personnes en France. Il s'agit de l'incontinence urinaire. Oui, c'est vrai. C'est un vrai tabou. Vous dites dans votre livre... Vous en parlez jamais dans les dîners, hein ? Non, c'est un tabou chez les femmes, entre elles. Oui. Vous dites dans votre livre que 10% des femmes avant 20 ans souffrent de problèmes de périnée et 30% après un accouchement. Oui. Et que ces chiffres, en plus, peuvent être bien en dessous de la réalité. Parce que Totalement en dessous, parce que beaucoup ne le disent pas, ou n'osent pas en parler à leur médecin. Et ce qui est frappant, c'est qu'on peut imaginer qu'avec l'âge, les muscles s'affaissent et que, le système urinaire, avec tous ses muscles, ses sphincters, fonctionne moins bien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'une femme de 25 ans qui vient d'accoucher peut se retrouver avec une incontinence urinaire d'effort. Donc là, il faut avoir les idées claires. Il y a 2 types d'incontinence urinaire. Il y a l'incontinence urinaire d'effort qui se manifeste quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous courez. Les femmes qui courent s'en rendent compte. Et beaucoup de femmes qui courent sont incontinentes. La course n'est pas une très bonne chose pour le périnée de la femme, hein, je le dis comme ça, mais c'est pas terrible pour le périnée des femmes. Et donc un effort, mais pas forcément un gros effort. Hein. Et là, elles ont une fuite. Et puis, il y a l'incontinence d'impériosité, en quelque sorte. C'est une incontinence qui ne survient pas tout de suite, mais qui suit une très grosse envie d'uriner que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc vous avez envie, vous courez et voilà, il y a eu une fuite, vous n'avez pas pu contrôler votre pulsion d'uriner. Et puis, beaucoup d'incontinences sont mixtes, c'est-à-dire qu'on a un peu les deux. Voilà. Donc, il faut jouer avec ça. Alors, les moyens. Il faut déjà repérer quels sont les sphincters concernés. Donc, on fait ce que j'appelle un bilan urodynamique qui est fait par des spécialistes en urologie qui mettent des petites électrodes, ça fait pas mal du tout, hein, mais qui repèrent, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe pendant la fuite, qu'est-ce qui a fléchi, qu'est-ce qui a flanché, plutôt, voilà. Alors, ça, c'est très bien, cet examen. Et ensuite, la personne qui fait ça peut conclure en disant, la meilleure chose dans ce cas-là, c'est de faire une rééducation périnéale. Donc là, il y a des kinésithérapeutes qui sont spécialisés, qui vous apprennent à muscler les muscles du périnée, qui est le plancher pelvien, de façon à ce qu'il se contracte bien. On apprend à contracter. Les femmes savent ce que c'est, puisque après tous les accouchements, on ne fait pas ça dans tous les pays. Elles peuvent avoir gratuitement 10 séances de kinésithérapie pour l'incontinence urinaire d'effort. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est une première solution. Ça marche souvent, ou du moins, ça permet de retarder le moment. Dans l'incontinence urinaire d'effort, ce qui marche bien,
aussi, mais c'est déjà une étape de plus, c'est la pose de bandelettes urétrales. C'est-à-dire que là, c'est un chirurgien urologue qui, en un temps très court, un quart d'heure, mais il faut bien le choisir, vous pose, c'est comme un petit joint, en fait, qui va remplacer le sphincter déficient. Alors, ça aussi, les bandelettes ont soulevé beaucoup de polémiques, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas supporté telle ou telle bandelette. Je ne vais pas m'étendre sur la polémique. Mais un bon urologue doit savoir choisir la bonne qui vous convient et ça vous change la vie. Parce que vous n'êtes plus là à porter des protections toute la journée pour le cas où, etc. Donc il faut surtout ne pas se résoudre à mettre des protections systématiques. Là, vraiment, il y a des solutions. Battez-vous pour y arriver. Et puis alors, dans le cas de l'incontinence par impériosité, là, il y a des médicaments qui marchent très bien, des anticholinergiques que vous prenez, et vous n'êtes pas obligé de les prendre tout le temps, mais si vous avez peur une certaine journée parce que vous allez faire des choses, eh bien, vous apprenez. Et puis après, là, il y a une éducation mentale pour essayer d'avoir des habitudes de façon à ne pas attendre trop longtemps avant d'uriner, de vous fixer des heures pour que ça soit ni tout le temps, ni trop peu. Vous voyez, c'est un vrai travail sur soi-même. Ce n'est pas simple à régler, cette histoire d'incontinence urinaire. D'autant plus que les femmes n'osent pas en parler, même à leurs amis. Elles n'ont pas forcément tous les processus, tous les procédés pour y arriver. Alors, il faut garder espoir, parce que maintenant, vous avez aussi des appareils électriques, une espèce de sonde qu'on met dans le vagin, qui est branchée, et vous pouvez stimuler vos muscles, peut-être de façon plus tranquille, puisque vous restez chez vous, plutôt que d'aller chez une personne qui va vous les apprendre à les faire. Donc c'est pas mal, vous pouvez faire ça seul. Donc il y a plein d'appareils maintenant pour vous aider. Vous avez aussi quelque chose qui est tout nouveau, qui s'appelle Pelvitonic. Ça ressemble à une boule de geisha, avec un embout en caoutchouc. Et vous mettez cette petite boule, vous la portez 20 minutes, une demi-heure, comme ça, par jour. Et mine de rien, cette petite boule, elle va bouger, elle va tourner dans votre vagin et elle va vous muscler. Donc, c'est un peu tôt pour avoir beaucoup de recul, mais au moins c'est simple, tout le monde peut le faire. Ça se trouve en pharmacie sans ordonnance. Et des sports comme la natation aussi. La natation est très bien. En revanche, je déconseille formellement le marathon à toutes celles qui sentent que leur périnée est fragile. Et d'ailleurs, quand on regarde les marathoniennes arriver au bout de leur périple, on croit qu'elles sont en nage de sueur, mais en fait, elles sont trempées d'urine. Oui, c'est comme les sports comme le tennis aussi, qui sont très brutals, très violents, et qui viennent taper. Oui. Non, les femmes ont un périnée fragile parce que c'est un périnée qui s'ouvre, qui a un trou qui permet d'avoir un enfant, de sortir un enfant. En conclusion, c'est d'abord une bonne rééducation et ensuite on peut reprendre des activités. Selon la classification de votre incontinence. Et de la patience. Et de la patience, oui. À partir de quel âge doit-on s'inquiéter de la ménopause ? Comment savoir si on est ménopausé ? Alors, il ne faut pas s'inquiéter de la ménopause. Il faut s'y préparer. C'est autre chose. Il faut se dire que c'est une étape naturelle qui arrive dans votre vie, comme ça, plus ou moins tôt. Peut-être se renseigner auprès de sa maman, parce qu'on a souvent une ménopause au même âge que sa mère. Il y a des ménopauses tardives, quelquefois après 55 ans, mais il y a aussi des ménopauses précoces, trop tôt, avant 45 ans, ce qui est tôt. Donc, si c'est plus grave, dans ce cas-là, est plus grave parce que il faut surtout que cette femme puisse garder des hormones, pour ne pas s'exposer sur le plan cardiaque. Une femme ménopausée trop tôt court un gros risque cardiovasculaire. Il faut bien intégrer ça. Et là, il faut considérer que les hormones, c'est pas un luxe, c'est vraiment absolument indispensable, au moins jusqu'à 50 ans. Alors, il faut s'y préparer, avoir une vie saine, parce que c'est un moment qui n'est pas forcément très agréable, où on peut grossir sans raison, où on peut avoir des douleurs dans les seins, où on peut avoir des hauts et des bas permanents, des rétentions urinaires, donc des œdèmes, des troubles de l'humeur, des hauts et des bas permanents. Donc, il y a cette phase qui n'est pas facile, donc il faut être zen, il faut se faire accompagner par quelqu'un. On a des moyens en gynécologie de vous aider à vivre cette période très très bien, et pas forcément avec des hormones. Il existe des trucs. Alors, les différences entre les hormones de la pilule et celles de la ménopause ? Alors, c'est totalement différent. Les deux sont des estrogènes. Dans le cas de la pilule,
c'est de l'éthényl-estradiol. Donc, c'est un estrogène de synthèse. Et dans le cas de la ménopause, c'est de l'estradiol naturel. C'est une autre fabrication. Et cet estradiol naturel que l'on donne aux femmes une fois qu'elles sont ménopausées, si elles le souhaitent, cette hormone naturelle, dite micronisée, c'est un peu le prolongement de vos ovaires. C'est exactement le même, c'est le clone de votre estrogène du temps où vos ovaires fonctionnaient. Donc, quand on prend un traitement hormonal de la ménopause, c'est un peu comme si on retardait la ménopause. Voilà. Et avec la progestérone qu'on doit donner aussi, elle est naturelle aussi. Donc, on se retrouve avec des hormones qui sont celles d'avant, en moins dosées, parce que c'est beaucoup moins dosé que ce qu'on a à 40 ans. C'est léger, de quoi vous sortir la tête hors de l'eau et d'éviter tous les troubles de la ménopause. Et combien de temps dure ce traitement hormonal ? Alors, le temps n'a pas de limite précise. Bien sûr, on voit dans les livres, dans les recommandations, 5, 6 ans. Mais au fond, il est très variable. Personnellement, je m'adapte à mes patientes. C'est elles qui choisissent. Je leur donne, si elles l'acceptent, si elles le souhaitent, et elles sont à 100%, je dirais, contentes, et parce qu'elles voient disparaître tous leurs troubles. Et après, elles me demandent souvent qu'est-ce que je fais, je peux continuer, etc. Je dis oui, si vous vous sentez bien. Puis à un moment, ça peut être par lassitude, elles me disent qu'est-ce que je fais, etc. Mais ça peut être 10 ans après, 15 ans après. Et si il n'y a rien dans les seins, si les seins sont rigoureusement normaux, si l'utérus est normal, si tout est bien, on se fait plus de bien à continuer qu'à arrêter. Voilà mon sentiment personnel, mais je suis très dépendante du désir de mes patientes, donc au fond je ne force pas, elles font ce qu'elles veulent, je sers de guide. Quelles sont les observations scientifiques qui ont été publiées sur les personnes qui sont en ménopause et sous traitement versus des personnes en ménopause et sans traitement ? Alors là, c'est un long sujet. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré un certain nombre de points. Ce serait trop long de citer toutes les études parce qu'il y en a eu beaucoup. Si vous voulez, on est absolument certain que ce traitement, d'abord, améliore vos neurones. En ce sens qu'il régule l'humeur, il fait disparaître les bouffées de chaleur. Ça, c'est quand même quelque chose de simple. Vous avez des bouffées de chaleur atroces et au bout de 15 jours de ce traitement, vous n'en avez plus. Je veux dire, ça n'a pas besoin de faire de grands calculs, c'est simple. Et ça se constate. Les insomnies, ça joue aussi. L'humeur est moins morose. Quand on n'a pas d'hormones, on est un petit peu plus morose, voire déprimé. Donc, d'ailleurs, les psychiatres conseillent aux femmes souvent de prendre un traitement hormonal quand elles ont une dépression à la ménopause. Sur les neurones, c'est positif. Et vraisemblablement, mais ce n'est pas démontré, sur la maladie d'Alzheimer. Une femme qui a beaucoup de bouffées de chaleur, très tôt, avant la ménopause, et qui en a très longtemps après, a des chances plus fortes que les autres d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ça abîme le cerveau, d'avoir d'énormes bouffées de chaleur. Il faut le savoir, il faut soigner son cerveau. Ensuite, vous avez les os. Les os, c'est démontré. Depuis 50 ans, c'est démontré. C'est que vous avez des os plus costauds, plus denses et moins susceptibles de se casser avec un traitement hormonal. Bon, os et cartilage. Ensuite, vous avez les muqueuses génitales. Le drame de la ménopause, c'est que progressivement, pas tout de suite, mais vos muqueuses vont se dessécher, surtout si vous n'avez pas beaucoup de rapports. Donc ça sera de plus en plus difficile et de plus en plus douloureux. Donc avec ce traitement, vous restez comme une jeune fille. Ensuite, il y a tellement de choses, j'en oublie. Vous voyez, on pourrait faire une très longue énumération. Ça vous protège aussi contre le cancer du côlon et contre les cancers digestifs. C'est pas neutre. Et j'oublie sûrement encore des choses. En fait, on gagne en qualité de vie et en longévité. Voilà. En quoi croyez-vous ? Qu'est-ce qui vous inspire, vous émeut ? Tellement de choses. Je suis quelqu'un de très sensible. Ce qui m'émeut, c'est la sensibilité des personnes. Je suis sensible aux personnes sensibles parce que je ressens ce qu'elles ressentent. Je suis plus troublée par les personnes qui laissent rien apparaître. Mais je suis maintenant, on fait des livres là-dessus, mais enfin, que j'ai pas lu, mais je suis quelqu'un d'hyper sensible. Donc je suis sensible à tout, à la musique, à une ambiance, à la peinture, à la photo. Je prends moi-même des photos. Donc, si vous voulez,
vous résumez. Vous m'avez demandé quoi ? À quoi je suis sensible ? Qu'est-ce qui vous inspire, vous émeut ? Mais beaucoup de choses m'inspirent, justement. Je peux être inspirée à partir... Vous voyez, là, j'ai des fleurs, là, qui poussent. Eh bien, une fleur qui pousse, ça m'émeut. Et puis, surtout après la pluie et puis le soleil, eh bien, je suis émue de regarder mes fleurs pousser. Rien m'émeut. Donc, ou les sentiments des personnes, ou les attentions. Mais ça peut se retourner aussi contre. Hein. Ça peut jouer dans le sens inverse. Et ce qui vous indigne ? Beaucoup de choses. Je ne saurais pas choisir, mais il y a beaucoup de choses qui m'indignent. Le fait de propager de fausses informations, puisque c'est le sujet qu'on a abordé, le mal qu'on peut faire. Mais enfin, il y a tellement de choses. Vous savez, en ce moment, quand on voit ce que les femmes subissent, dans uniquement l'attitude des gens, j'aurais dû me préparer à cette question, parce que je suis presque tout le temps en colère. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'indignent. La dernière fois que vous êtes mis en colère ? Oh, là, c'était politique. Mais donc, c'est hors sujet. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Eh ben, ce qui me fait du bien, c'est de voir de belles choses, d'écouter de belles choses, de voir des gens qui me touchent. C'est d'être dans une ambiance harmonieuse. En fait, je suis quelqu'un qui aime l'harmonie. Donc, j'ai besoin déjà, dans l'ambiance environnante, dans les gens qui m'entourent, je ne vois que les gens positifs. J'ai éliminé de ma vie les gens qui portent des ondes négatives. Je trouve que la vie passe suffisamment vite, pour ne pas perdre de temps à se faire de soucis avec des gens qui vous font du mal, vous voyez. Donc, voilà, on y arrive comme ça. Votre mantra ? La phrase qui vous fait du bien ? Tu vas voir, tout va bien se passer, mais ça dépend par qui c'est dit et comment c'est dit. Parce que certaines personnes le disent de façon mécanique, et donc ça ne fait aucun effet. Mais si c'est quelqu'un de sûr, qui m'aime bien, et qui me dit sur un ton pénétré, tu vas voir, ça va bien se passer, ah bah c'est très bon ça, j'y vais. Ça me donne confiance en moi. Eh bien, merci Anne. Merci à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, La vie intime des femmes, avec le docteur Anne de Kervasdoué, l'auteur du livre La vie intime des femmes. Parce que prévenir, c'est guérir, osez partager ce podcast avec vos filles, familles et amis. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous rappelle le titre du livre de Anne de Kervasdoué, La vie intime des femmes, aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.